L'ensemble de l'Ukraine pourrait s'effondrer face à sa défaite militaire aux mains de la Russie. Peut-être qu'à ce moment-là, les politiciens européens, ou du moins certains d'entre eux, retrouveront leurs esprits et commenceront à voir les choses différemment et à s'accorder davantage avec la perspective américaine sur la guerre, qui est que la guerre doit se terminer dès que possible. Il n'y a pas d'avenir à continuer d'alimenter la guerre. En réalité, cela reste une guerre existentiellement dangereuse. Les Européens n'en sont pas là. Ils sont encore sur l'ancienne longueur d'onde du aussi longtemps que nécessaire pour maintenir les Ukrainiens en combat, épuiser les Russes et tout ce genre de discours sur la menace russe, l'expansionnisme, et après l'Ukraine, ce sera les États baltes et la Pologne, toutes ces sortes de bêtises. Ils sont encore dans cet espace. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec le Dr Geoff Roberts, professeur émérite de l'University College Cork en Irlande. Geoff est un historien britannique, biographe et commentateur politique, spécialiste de la politique étrangère et militaire russe et soviétique, et expert de Staline et de la Seconde Guerre mondiale. Son ouvrage le plus récent est ce magnifique livre intitulé « La bibliothèque de Staline, un dictateur et ses livres ». Geoff est l'un des historiens occidentaux critiques qui ose également exprimer son opinion sur la guerre en Ukraine, ce qui a été fortement critiqué récemment. Et nous voulons discuter de cela, de l'Ukraine, de la guerre et de l'évolution de la situation. Alors Geoff, bienvenue. Salut Pascal, ravi de te revoir et merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci beaucoup d'être venu en ligne. Et aussi, merci d'avoir écrit ce livre fantastique. Je l'ai ici dans ma bibliothèque tout le temps, parce que vous avez vraiment parcouru le catalogue de livres que nous savons que Staline a eu pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Pouvez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur pourquoi vous avez entrepris ce projet et ce que vous avez appris sur ce dictateur et pourquoi il était tellement passionné par les livres? Oui. En fait, le moment de cette interview est assez bon, car l'édition de poche de la bibliothèque de Staline est sur le point d'être publiée dans quelques mois. Donc, évidemment, à un prix beaucoup plus abordable. Pourquoi Staline lisait-il beaucoup de livres? C'est une question très facile à répondre, en fait. Il lisait beaucoup de livres pour la même raison que nous lisons beaucoup de livres, n'est-ce pas? Il était un intellectuel, et c'est ce que font les intellectuels. Ils lisent, n'est-ce pas? Staline lisait plus que des livres, bien sûr. Il lisait toutes sortes de choses différentes, oui. Mais les livres étaient au cœur de sa vie en tant qu'intellectuel. Et pourquoi j'ai écrit le livre? C'est parce que, évidemment, l'idée que Staline était un intellectuel qui lisait des livres n'était pas une idée particulièrement originale ou nouvelle. Bien sûr, c'était le cas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une bonne partie de sa bibliothèque personnelle, sa collection de livres personnels, a survécu dans les archives. Nous avons donc accès à sa collection de livres personnels, ou du moins à un vestige de celle-ci. Nous savons donc quels livres se trouvaient dans sa bibliothèque. Et sur la base de ce vestige, nous pouvons en fait calculer le volume total de sa bibliothèque. Dans plusieurs centaines de cas, nous savons avec certitude qu'il a lu ces livres parce qu'il les a marqués d'une manière ou d'une autre. Comment il les a marqués? Et ce qu'il y a écrit est ce qui m'a d'abord attiré vers cette source. Parce que bien sûr, quand il lit ses livres, il les lit et les marque très personnellement, n'est-ce pas? C'est donc le reflet le plus intime de la pensée et des sentiments de Staline par rapport à un texte particulier que nous ayons. Bien sûr, nous avons une énorme quantité d'autres textes que Staline a marqués, mais vous savez, ce sont des choses qu'il marquait d'une manière un peu semi-publique, vous savez,
pour ses secrétaires ou pour ses camarades du Politburo, des choses comme ça. C'est donc de loin la source la plus intime que nous ayons en relation avec Staline. Les livres qu'il lisait, comment il les lisait et comment il les marquait. D'accord, c'était donc l'attrait. Au moment où j'ai entrepris le projet, tous ces livres, du moins ceux qu'il avait marqués, plusieurs centaines de livres, devaient être numérisés. Donc, je pourrais, comme je n'aurais pas besoin d'aller à Moscou aux archives. Je pourrais faire des recherches chez moi. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que 1/3 seulement des livres a été numérisé. Ce qui signifiait que je devais aller à Moscou et consulter les 2 autres tiers à la bibliothèque. Ce qui n'était pas si mal, car il y a des choses que l'on manque si l'on se contente d'images numériques. Rien ne remplace le fait d'avoir les livres eux-mêmes entre les mains. Et il y a des choses que l'on peut apprendre de cela, que l'on ne découvrira pas à partir des images numériques. Donc l'effet de cela a été que c'est devenu un projet qui devait durer 2, 3, peut-être 4 ans, mais qui s'est transformé en un projet de 10 ans. Et le livre a été publié en février 2022. C'est une période très prophétique, en fait. Et je veux dire, votre connexion avec la Russie en tant qu'historien du passé de la Russie, de Staline et ainsi de suite, vous donne une perspective longue sur la relation entre la Russie et l'Occident. Lorsque la relation s'est enfoncée de plus en plus dans la confrontation, comment avez-vous perçu cette période et comment cela vous a-t-il impacté, vous qui deviez encore aller faire des recherches à Moscou? Tu parles de la période récente, n'est-ce pas? Avant 2022 et ensuite aussi après. Je veux dire, après tout, tout a changé la façon dont nous pouvions interagir avec la Russie. Mais même avant, la relation n'était pas bonne depuis 2014. Il y a eu évidemment une détérioration des relations entre la Russie et l'Occident après le déclenchement de la guerre en Ukraine, une détérioration radicale, évidemment. Mais c'était pas la première fois qu'il y avait eu une détérioration assez substantielle. Donc, en un sens, c'était pas un nouveau scénario, cet effondrement des relations russo-occidentales. Mais évidemment, c'était beaucoup plus extrême que par le passé. Oui, donc, je veux dire, quand la guerre a éclaté, j'étais en Pologne. J'étais, en fait, le jour où l'opération militaire spéciale a été lancée, j'étais à Auschwitz. Je visitais Auschwitz. J'étais en train de visiter Auschwitz. Et en même temps, nous recevions toutes ces nouvelles sur nos téléphones concernant le lancement de l'opération militaire spéciale. C'était donc en fait un moment assez émotionnel. Je n'étais pas tellement surpris par le fait d'une action militaire. J'ai été surpris par l'ampleur de celle-ci, mais je suis encore choqué par cela, choqué émotionnellement. Mon livre venait juste d'être publié, n'est-ce pas? Il était sur le point d'être publié. J'avais donc l'option de me concentrer uniquement sur mon livre, la bibliothèque de Staline, et de promouvoir le livre, puis de commencer à écrire le prochain livre. Mais je me sentais obligé de m'impliquer dans la discussion publique sur la guerre en Ukraine et d'apporter mes connaissances sur la Russie, mes connaissances de l'histoire russe et soviétique, et aussi, dans une certaine mesure, mes connaissances des affaires militaires. Et je me sentais obligé de le faire parce que j'avais cette expertise à offrir. De plus, je suis historien, mais j'avais un peu touché aux commentaires d'actualité avant 2022. Pas beaucoup. Mais il y avait aussi ce torrent, c'est difficile de trouver un mot, avalanche de propagande, de russophobie, d'anti-Russie, d'anti-Poutine, un récit complètement unilatéral de la guerre, de ses origines et de ce qui se passait. Et je sentais que je devais simplement m'opposer à cela et insister sur le fait que nous devions adopter une perspective aussi véridique et objective que possible
sur la guerre. Très difficile, évidemment. Difficile parce que c'est un événement en cours, et aussi difficile parce que les sources dont nous disposons sont très problématiques. Je me suis donc senti obligé de m'impliquer et aussi d'utiliser mes compétences particulières en tant qu'historien pour contribuer de manière spécifique à cette discussion. L'une des premières choses que j'ai faites a été de m'asseoir pour comprendre pourquoi Poutine avait pris cette décision monumentale d'envahir l'Ukraine. Parce que vous savez, peu importe comment on le voit, que ce soit juste ou faux, c'est certainement une décision très radicale, une décision dangereuse, une décision risquée. Pas le genre de choses que l'on aurait attendu de Poutine, en fait. Mais pourquoi l'a-t-il fait? J'ai donc écrit cet article, intitulé « Maintenant ou jamais, les origines immédiates de la guerre préventive de Poutine contre l'Ukraine ». Donc pendant tout ce temps, depuis 2022, j'ai eu une position sur la guerre. J'ai une position politique, qui est essentiellement une position pro-paix, d'ailleurs. Mais j'ai aussi essayé de m'engager dans la discussion, dans le débat, de manière à y contribuer en tant que chercheur, ainsi qu'en tant que personne ayant un point de vue particulier, pour partager mes connaissances et mon expertise. Donc lorsque je m'implique dans des débats, des discussions sur le monde, parfois des discussions assez polémiques, je fais toujours très attention à ne pas, vous savez, mettre de côté mon érudition, mes valeurs académiques, mon engagement envers la vérité, l'objectivité, traiter toutes les preuves et tous les arguments aussi équitablement que possible, et être critique envers moi-même. Cela est toujours au premier plan de mon esprit également. Et c'est à cela que devrait ressembler une bonne recherche, n'est-ce pas? Nous devrions être guidés par la recherche de la vérité, c'est-à-dire ce qui s'est passé, puis expliquer pourquoi cela s'est produit et comprendre que les choses sont multicausales et ont de multiples effets, n'est-ce pas? Et ne pas le réduire à un seul courant de pensée. Car nous avons vu cela et avons été surpris par le nombre d'historiens en Occident qui sont immédiatement entrés dans ce récit très simple de Vladimir Poutine, voulant ramener l'Union soviétique ou l'Empire russe, l'un des deux, peu importe. Mais tout tourne autour de la conquête. Ils ont immédiatement ignoré toutes les autres preuves, les preuves historiques que nous avons, qui suggèrent que c'est bien plus complexe que ce que vous essayez de dépeindre ici. C'est aussi un récit de peur que vous essayez de dépeindre afin de diaboliser le côté russe. Maintenant, dire que les Russes sont des gens sains ou ne peuvent pas faire de mal, bien sûr, ne serait pas juste non plus. Mais il y a eu ce moment étrange, et je dois peut-être aussi dire que les gens, et j'en fais partie, ne croyaient pas que la Russie envahirait. Je pensais que c'était une manœuvre de propagande. Encore une fois, avant tout, parce que je pensais que l'opération militaire spéciale, l'intervention militaire en Ukraine, nuirait trop à la Russie, parce que ce sont encore une fois les Russes. Poutine lui-même a parlé à maintes reprises d'un peuple frère, n'est-ce pas? Et puis l'opération militaire a eu lieu de toute façon, mais beaucoup de choses se sont passées au cours des 3 dernières années. Comment avez-vous compris cela à l'époque? Je veux dire, j'étais vraiment surpris, parce que je pensais que la Russie ne serait pas capable de faire ce niveau d'intervention. Mais ensuite, ils l'ont fait. Alors comment avez-vous compris cela? Parce qu'il est aussi facile d'oublier que nous commençons à nous souvenir des choses différemment après un certain temps. Les choses semblent différentes sur le moment qu'elles ne le font lorsque nous les regardons en arrière. Bien sûr, c'est pourquoi je me fie toujours aux documents, aux matériaux écrits, aux textes. Ce sont les seules sources fiables. Donc si vous voulez reconstruire ma perspective des 3 dernières années, ce que vous devez faire, c'est reconstruire. J'ai écrit, j'ai publié beaucoup de choses, donc tout est là.
Soyez donc très sceptiques à propos de tout ce que je dis, y compris ce que je vais dire maintenant. D'accord, mais je me souviens avoir pensé, en décembre 2021, lorsque Poutine a présenté ses propositions de sécurité à l'Occident, n'est-ce pas? Ma pensée était, il s'était enfermé dans un chaudron. Si l'Occident rejette ses propositions, alors il va devoir faire quelque chose. Et cette action devait être une sorte d'action militaire, une sorte d'escalade de la situation. Et bien sûr, fondamentalement, l'Occident a rejeté la proposition. Donc Poutine devait faire quelque chose. Et il l'a fait. Donc, en ce sens, comme je l'ai dit, j'étais choqué, mais je n'étais pas si surpris. Maintenant, la question est, vous savez, qu'est-ce qu'il faisait? Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour clarifier dans mon esprit quel était le but de l'opération militaire spéciale. Car il y avait toutes sortes de revendications qui circulaient sur ce que Poutine avait l'intention de faire en relation avec l'Ukraine et quelles étaient les attentes concernant l'opération militaire. Mais la conclusion à laquelle je suis arrivé après quelques mois était que fondamentalement, le but de l'opération militaire était d'essayer d'atteindre par des moyens militaires ce qu'il n'avait pas réussi à atteindre par la diplomatie. Et bien sûr, la diplomatie qu'il a poursuivie avant le début de la guerre était une sorte de ce que nous appelons diplomatie coercitive ou diplomatie militarisée. C'est-à-dire, il faisait des demandes de négociation, faisait des propositions, mais il les soutenait en renforçant les forces militaires et aussi, évidemment, la menace d'une action militaire. J'en suis donc venu à voir la guerre elle-même comme une extension de cette diplomatie coercitive, une extension assez radicale. L'idée, le but était de forcer l'Ukraine et l'Occident à négocier un accord de sécurité dans la lignée de celui qu'il a proposé en décembre 2021. Et c'était tout le sens des fameuses négociations de paix à Istanbul. Du point de vue russe, du point de vue de Poutine, ces négociations visaient à essayer de forcer les Ukrainiens et l'Occident à accepter un accord qui protégeait la sécurité de la Russie. En gros, la neutralisation de l'Ukraine, le désarmement de l'Ukraine, pas d'expansion supplémentaire de l'OTAN, tout ce genre de choses. 3 ans plus tard, la position russe, la position de Poutine, reste exactement la même. D'accord, il en veut plus maintenant à cause des 3 années de guerre. Mais c'est la même position. C'était donc l'intention. Mais, comme nous le savons, il y a eu une erreur de calcul majeure. Il y a eu une erreur de calcul par rapport à l'Ukraine, à ses capacités de combat et à sa détermination lorsqu'elle a été envahie. Et aussi une erreur de calcul sur la mesure dans laquelle l'Occident s'impliquerait du côté ukrainien et serait prêt à mener une guerre par procuration assez dangereuse avec la Russie en Ukraine. Donc je pense que c'était censé être une guerre courte et intense pour atteindre des objectifs politiques et diplomatiques relativement limités. Mais évidemment, cela s'est transformé en un conflit beaucoup plus prolongé. J'ai eu cette discussion avec le professeur David Gibbs, qui a très brillamment établi un parallèle entre ce qui s'est passé en Afghanistan, l'invasion soviétique de l'Afghanistan, et la guerre en Afghanistan de 1969 à 1989, et la guerre en Ukraine. Il dit essentiellement qu'il est assez clair que les États-Unis avaient l'intention, ou du moins certains milieux, certaines parties des États-Unis, en particulier la faction néoconservatrice autour d'Hillary Clinton, ont carrément dit « faisons de l'Ukraine l'Afghanistan de l'Europe ». Et il a suffisamment de documents pour prouver que les États-Unis travaillaient déjà en Afghanistan pour inciter l'Union soviétique à une invasion. Et dans un sens, nous avons une situation très similaire. Nous avons cette situation similaire en Ukraine. Et nous savons maintenant, grâce à des sources même publiées par le New York Times, à quel point
l'implication de l'État de sécurité américain, en particulier la CIA, avec l'Ukraine, est longue et profonde. Par conséquent, cela offre une nouvelle perspective sur ce que la Russie a probablement pu savoir sur la profondeur de cette otanisation. Cette lente sécurisation de l'Ukraine, qui s'est étendue sur de nombreuses années, même avant 2014. Pensez-vous que ces révélations dont nous avons pris connaissance ajustent également notre compréhension des raisons pour lesquelles la Russie a décidé de recourir à des moyens militaires? Je pense que nous avons besoin de plus d'informations, de preuves concrètes, avant de pouvoir tirer des conclusions fermes. Mais évidemment, il est clair qu'il y avait un processus de NATOisation en cours en ce qui concerne l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN. Il n'y avait pas de perspective à court terme pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Mais en pratique, de facto, l'Ukraine était intégrée dans les structures militaires et politiques occidentales. Elle devenait un membre de facto de l'OTAN. Et c'est le danger que Poutine a vu. Et d'accord, encore une fois, je ne peux pas en être certain, car je me base uniquement sur les preuves publiques des intentions ou des calculs de Poutine. N'est-ce pas? Mais ce que montrent les preuves publiques, c'est que c'est le processus que Poutine a vu et il l'a perçu comme étant dangereux pour la Russie. Pas immédiatement, mais à long terme. Et il a calculé qu'une guerre préventive était une voie plus sûre que d'attendre que la menace se matérialise pleinement. Maintenant, il y a des gens qui prétendent que, vous savez, ce n'était pas tant une guerre préventive, c'était une frappe préventive. C'est-à-dire que les Ukrainiens planifiaient une attaque dans le Donbass et les Russes les ont devancés. C'est un argument qui revient régulièrement. Mais écoutez, je ne vois aucune preuve concrète que c'était le cas. Oui, les Ukrainiens renforçaient leurs forces armées, tout comme les Russes. Oui, il y avait des intentions qui se formaient pour des actions militaires futures, je pense, pour réellement sécuriser le retour du Donbass et peut-être même de la Crimée. Mais je ne vois aucune preuve que les Ukrainiens avaient des intentions immédiates d'initier des hostilités militaires. Et le gouvernement russe lui-même n'a jamais officiellement affirmé que leur action était une frappe préventive. Et si c'était le cas, et s'ils avaient des preuves que les Ukrainiens étaient sur le point d'attaquer le Donbass, ils l'auraient dit clairement. Et nous le saurions. Poutine a été très prudent dans son discours sur la guerre, pour bien préciser que ce dont il s'agissait était une menace militaire future pour la sécurité russe sous la forme d'une Ukraine intégrée à l'OTAN, et non une menace immédiate. Et son argument est, et il s'y tient encore à ce jour, qu'il valait mieux agir en février 2022 plutôt que de retarder la guerre lorsque la situation pourrait être bien pire du point de vue russe. Mais regardez, nous devons avoir plus de preuves avant de pouvoir tirer des conclusions fermes. Maintenant, vous avez mentionné l'Afghanistan. Eh bien, ce qui concerne l'Afghanistan et l'implication soviétique, c'est que nous avons beaucoup de preuves, une énorme quantité de preuves, donc nous pouvons tirer des conclusions très solidement fondées à ce sujet. Nous savons donc que la direction soviétique était très réticente à prendre des mesures militaires, n'est-ce pas? Nous savons que l'opération militaire qu'ils ont lancée était censée être une opération spéciale, pas le déclenchement d'une guerre en Afghanistan. Ils n'avaient pas l'intention de se laisser entraîner dans une guerre. Et nous savons aussi que le G7 est censé, en fait. Vous savez, la guerre soviétique en Afghanistan n'était pas un tel désastre, comme elle a été présentée dans la propagande occidentale. La guerre désastreuse en Afghanistan, bien sûr, a eu lieu lorsque l'Occident, l'OTAN et les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001. Et la guerre de 20 ans qui a suivi a été la guerre désastreuse en Afghanistan, pas l'intervention militaire soviétique.
Oui, mais quand nous faisons de l'histoire, nous avons ce problème frustrant que nous devons attendre 30, 40, 50 ans avant de mettre la main sur les documents. Et au moment où vous les obtenez, vous avez toutes les conclusions. Mais c'est depuis longtemps révolu, n'est-ce pas? Et nous savons que ces personnes qui détiennent le pouvoir, c'est quelque chose avec lequel elles jouent, n'est-ce pas? Parce que ce qui leur importe le plus, ce sont les 6 semaines actuelles, car tout ce qui est plus ancien devient alors de l'histoire, et cela n'impacte plus vraiment ce que vous pouvez faire. Mais ce que les politiciens font aussi, c'est souvent surrationaliser et donner une cohérence intéressée à leurs actions, n'est-ce pas? Ce qui est en fait une sorte de rétrospective et n'est pas vrai sur le moment. Le problème, c'est que les gens ont tendance à lire les affirmations de cohérence intéressée des politiciens comme reflétant réellement la réalité. Il y a un exemple de cela. Et encore une fois, je ne suis pas sûr de cela. Je suis sûr que vous pourriez vouloir contester cela. Vous savez, nous avons eu cette fameuse situation où étaient Merkel et Hollande. Ils ont tous deux déclaré, oui bien sûr, nous n'étions pas vraiment d'accord avec les accords de Minsk. C'était juste une ruse pour donner à l'Ukraine le temps de renforcer ses forces militaires pour se protéger contre une future attaque russe. Maintenant, la question que je pose est-ce que c'est ce qu'ils disent maintenant, comme après la guerre? Quand la guerre fait rage, quand ils sont attaqués, ils sont critiqués pour être des appeaseurs par rapport à la Russie et aux accords de Minsk, n'est-ce pas? Est-ce que c'était vraiment ce qu'ils pensaient à l'époque? Je ne le pense pas vraiment. Je pense qu'à l'époque, l'engagement français et allemand envers Minsk était assez sincère, mais le problème était que c'était un engagement très faible. Ils étaient prêts à faire ce qui était nécessaire pour faire pression sur les Ukrainiens afin de transformer réellement les accords de Minsk en une paix à long terme. Mais je ne sais pas, je pourrais me tromper. Comme vous le dites, nous devrons attendre 20, 30, 40 ans, peut-être, avant de pouvoir réellement résoudre cet argument particulier. Non, non, non. Je pense la même chose. J'ai un autre invité sur ma chaîne, Thomas Fazi, qui a lu les mémoires d'Angela Merkel. Et il a dit, regardez, il semble qu'elle était en fait étonnamment bien informée sur ce qui s'est passé en Ukraine. Et elle était étonnamment consciente. Donc, probablement à l'époque, elle le pensait vraiment. Et plus tard, lorsqu'elle était critiquée pour être trop faible, elle sortait cette déclaration « Oh, nous voulions juste gagner du temps ». Et curieusement, c'est exactement ce que Vladimir Poutine répète maintenant en disant « Oh, ils m'ont trahi », parce que cela lui sert aussi, n'est-ce pas, pour dépeindre la situation. Donc, pour des raisons opposées, nous avons maintenant 2 camps qui soulignent essentiellement les mêmes preuves, ne se contredisant pas, mais travaillant avec ce qu'ils disent. Cela me rappelle beaucoup comment parfois, en raison de coïncidences intéressantes, 2 côtés d'une histoire ou 2 côtés d'une guerre peuvent s'accorder sur certaines choses. Comme en ce moment, Taïwan et la Chine, vous savez, Taïwan et le continent, sont constamment et systématiquement en désaccord. Ils ne parlent pas du fait que Taïwan est la République de Chine. La République de Chine est oubliée, mais pour des raisons différentes, parce que les Taïwanais préféraient avoir leur propre identité taïwanaise, et la Chine continentale, la République populaire, aimerait dire « non, 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 la République a cessé d'exister », n'est-ce pas? Mais aucun d'eux n'a l'intention de nous rappeler qu'en réalité, nous avons toujours une République de Chine. Et parfois, ces choses que nous oublions ou dont on ne parle pas sont encore plus importantes pour reconstruire l'histoire que celles qui sont débattues. Pour la guerre Russie-Ukraine, par exemple, le fait que Vladimir Poutine ait voulu pendant 8 ans garder les républiques du Donbass à l'intérieur de l'Ukraine
est constamment oublié par l'Occident. Et je me demande s'il est possible de ramener cela à la conscience européenne. Eh bien, pas seulement pendant les 8 années entre 2014 et 2022, mais aussi après le début de la guerre. Les accords d'Istanbul ont eu lieu en mars-avril 2022, 6 mois avant que le Donbass et aussi Kherson et Zaporizhia ne soient incorporés dans la Fédération de Russie. Jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne 2022, il n'était pas question que cela se produise. Au printemps 2022, dans le contexte d'Istanbul, ce qui allait se passer, c'est que les républiques du Donbass n'allaient pas devenir partie de la Russie. Elles allaient rester indépendantes. Et il y avait, d'accord, la question n'avait pas été résolue, mais il y avait des discussions sur la façon dont à un moment donné dans le futur, sur une base volontaire, le Donbass, Donetsk et Luhansk pourraient effectivement être réunis avec l'Ukraine. Et c'est l'accord que Poutine était prêt à conclure au printemps 2022, à condition qu'il obtienne ce qu'il voulait, bien sûr, en termes de neutralité ukrainienne, plus d'expansion de l'OTAN, et aussi des garanties pour les droits des russophones, non seulement dans le Donbass, mais dans l'ensemble de l'Ukraine. Oui, donc le point que vous avez soulevé est très bon, je pense. Oui, parce que je veux dire, il n'a reconnu l'indépendance de ces deux républiques que 2 ou 3 jours avant l'opération militaire spéciale, ou en fait le jour même. Pendant longtemps. Ce jour-là, l'idée était de fournir une justification légale pour l'opération militaire spéciale, parce qu'ils ont reconnu leur indépendance. Puis ils ont immédiatement signé des pactes de défense avec les 2 États. Et ensuite, l'opération militaire spéciale a été lancée pour protéger Donetsk et Luhansk des attaques ukrainiennes, n'est-ce pas? Et cela est prétendu être une action légitime en vertu de la Charte des Nations Unies en légitime défense, n'est-ce pas? Et bien sûr, Poutine, ayant son passé d'avocat, il était étudiant en droit, est très soucieux que tout ce qu'il fait, que la Russie fait, est une sorte de justification légale ou de prétexte légal. Mais malgré tout, ce n'était pas la raison pour laquelle il l'a fait. Ce n'était pas pour, d'accord, oui, il veut protéger le Donbass des attaques ukrainiennes. C'est sûr. Mais c'est un problème de sécurité beaucoup plus fondamental que Poutine essaye de résoudre avec la natoisation de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il prend cette mesure très radicale d'envahir réellement l'Ukraine. Je le vois de la même manière. Et je me demande juste si, vous savez, en regardant ensuite tout le flot massif de propagande en Occident sur la façon dont nous sommes censés penser à ce qui s'est passé, même avec toutes ces preuves que nous pouvons également présenter en tant qu'historiens, et dire, comme non, regardez, nous avons les documents originaux, n'est-ce pas? Et ce n'est même pas si difficile. Beaucoup de cela est en fait à la vue tous, pas les secrets, bien sûr, mais surtout la partie négociée publiquement, comme ces traités, ces projets de traités. Pourquoi est-ce que dans une société ouverte, ou une société qui croit être ouverte, comme l'Occident, il est alors si difficile d'introduire un peu de réalité et de réalisme dans le discours public? Avant de répondre directement à cela, je veux juste faire un autre point. Ce qui m'a étonné, c'est la résistance des gens, en particulier au niveau populaire, à toute cette propagande et ce discours pro-guerre, pro-Ukraine. Car tout au long de la guerre, il y a eu un nombre significatif de personnes qui ont été sceptiques à l'égard de toute cette propagande et, à un degré ou à un autre, anti-guerre et pro-paix. Bien sûr, le nombre de personnes qui souhaitent maintenant voir la fin de la guerre sur une base négociée, une paix de compromis, a augmenté. Nous avons une discussion animée ici, mais continuez. Oui, évidemment, d'accord, oui.
Bon, donc la propagande n'a pas été aussi efficace sur l'opinion publique qu'on pourrait s'y attendre, compte tenu de son ampleur. Et d'accord, il y a une réaction, il y a de la résistance, des gens comme moi, des gens comme vous, et d'autres là-bas. De plus, avoir accès à Internet est extrêmement important comme moyen alternatif de communiquer des points de vue différents et critiques. N'est-ce pas? Oui. En fait, en ce qui concerne la question, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens comme nous? Oui. Il y a étonnamment peu de gens si nous parlons simplement des universitaires. Ce qui soulève la question, je veux dire, avons-nous tort? Je veux dire, sommes-nous ceux qui se sont trompés? Je veux dire, comment le saurions-nous? C'est une question que je me pose tous les jours et que je me pose depuis le début de la guerre. Peut-être que c'est moi qui suis fou. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas les choses. Peut-être que je suis une dupe de la propagande russe. Peut-être que je lis... vraiment, c'est simplement... Ok, ça a diminué avec le temps, à mesure que la situation s'est clarifiée, etc. Mais oui, absolument. C'est une question que je me pose encore tout le temps. Mais au final, il faut dire les choses comme on les voit. Il faut en quelque sorte se faire une opinion. Évidemment, il faut être très autocritique, réfléchi et examiner ses propres motivations, etc. Mais au final, vous devez prendre une décision sur ce que vous allez faire et dire. Mais en ce qui concerne la raison pour laquelle il n'y a pas plus de gens comme nous, la guerre en Ukraine, qui était particulièrement émotive, l'est toujours, bien sûr, une question extrêmement émotive. Donc je pense que la réponse de beaucoup de gens que vous penseriez savoir mieux, devraient savoir mieux, est une réponse très émotive. Oui, c'est un point. Le deuxième point est qu'il y a un fait brutal sur le monde que vous ne pouvez pas contourner ou ignorer. Et c'est le fait que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas dépasser ce fait brut. D'accord, on peut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a eu provocation, c'est une histoire très compliquée. Mais il y a ce fait brut. Et puis, il y a l'idée associée que dès que vous commencez à essayer d'expliquer les choses, oui, vous savez, vous jouez le jeu de la propagande russe. Vous trouvez des excuses et ce genre de choses. Donc, en réponse à cela, les gens, en raison de l'émotivité de la situation, trouvent que c'est une question difficile parce que les Russes ont envahi. Et vous savez, il y a une appréhension à être perçu comme pro-Poutine ou pro-russe. Les gens ont tendance à suivre le récit dominant, ou même, s'ils ne sont pas satisfaits de cela, ils gardent simplement leur opinion pour eux. Oui, et juste pour revenir au point précédent, il est également très important que nous ne puissions pas nous échapper nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes condamnés à croire nos propres opinions. C'est l'une des opinions que nous ne pouvons pas ignorer. Et l'autre point à avancer est aussi, oui, je veux dire, parce que je pense que c'est important. Je pense que nous devons douter de nous-mêmes. C'est le devoir le plus important que nous ayons. Mais nous devons surmonter. Je veux dire, nous devons le surmonter d'une manière ou d'une autre, ou nous le faisons toujours. Mais une chose est que nous avons également développé des explications, n'est-ce pas, en Occident, pour expliquer pourquoi certaines personnes comme vous et moi, pourquoi ces fous ne sont pas d'accord. Et curieusement, nous avons aussi commencé d'une certaine manière, par nous, je veux dire l'Occident, les penseurs occidentaux et les médias occidentaux, la propagande, à diaboliser l'idée de comprendre la logique de la Russie pour faire ce qu'elle a fait, qui était différente de leur logique. Quand ils expliquent que Poutine est un impérialiste et veut conquérir toute l'Europe, alors ils disent que c'est une bonne analyse. Mais quand quelqu'un dit non, non, c'est multicausal, cela a une longue histoire et un pedigree, etc., alors vous êtes accusé de justifier alors qu'en fait ce que nous avons fait, c'est d'expliquer ce que nous croyons se passer.
Et donc comprendre ou creuser les raisons possibles est soudainement devenu quelque chose de sale, quelque chose de pro-russe. Et je n'ai jamais vu ça auparavant. Pouvez-vous vous souvenir d'une autre fois où essayer de comprendre les raisons d'un événement mondial a été autant diabolisé? Cela arrive toujours dans les situations de guerre, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un cliché que la vérité est la première victime de la guerre. C'est un cliché, mais c'est aussi vrai. Et vous savez, le genre de choses que nous avons vécues, les gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ont traversé. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée, vous savez, toutes sortes de guerres. Donc ce n'est pas si surprenant de cette manière. Mais c'est en fait tellement massif, intense. Je veux dire, c'est ça. Il y a certainement quelque chose à ce sujet qui est différent, probablement, du passé. Mais quand les gens sont... Vous savez, quand vous essayez d'expliquer quelque chose et que vous obtenez une réponse très hostile, ce qui se passe là, c'est que les gens jouent simplement à des jeux de propagande. Ils ont une ligne de propagande. Ils ont un agenda. Ils veulent promouvoir un point de vue préexistant. Ils ne peuvent permettre de réellement perturber cela ou le saper. Donc, vous recevez des critiques à ce sujet, ce à quoi vous devez être préparé lorsque vous participez à ces débats publics. Et mon approche est toujours la même. Quand je suis interviewé ou autre, je dirais, écoutez, je suis ici pour vous donner le point de vue russe. Vous pourriez les voir comme agressifs, impérialistes et expansionnistes. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils se voient. Et la façon dont ils se voient motive ce qu'ils font, leurs actions. Si nous voulons nous rapporter à eux, en particulier si nous voulons mettre fin à la guerre et parvenir à une paix stable, alors nous devons voir quel est ce point de vue. C'est donc ce que je fais toujours. Mais ensuite, bien sûr, c'est ce que font les historiens. Être historien, c'est aller au-delà de son propre point de vue et voir les points de vue des autres, plusieurs points de vue. Et évidemment, s'être engagé à avoir la capacité de réellement assembler tout cela en un récit cohérent, une histoire sur le sujet particulier dont vous parlez, qui constitue alors une explication de cet événement particulier, ou quoi que ce soit. Oui, et une chose qui est toujours importante, c'est la protection la plus importante contre tout cela. C'est mon parcours professionnel en tant qu'historien, et les engagements professionnels et académiques que j'ai adoptés et également pratiqués. Ce genre de choses est devenu une partie de moi. Vous lisez tout ce que j'écris sur l'histoire, par exemple, la bibliothèque de Staline. Que vous soyez d'accord ou non, c'est toujours dans cette perspective d'expliquer différents points de vue sur la base des preuves disponibles. C'est la bonne chose à faire. Et il est parfois sous-estimé à quel point il est important d'essayer de comprendre ce que certains acteurs savaient à certains moments, n'est-ce pas? De quel type d'informations étaient-ils conscients? Quel type d'informations était disponible pour la Russie concernant l'état de l'otanisation de l'Ukraine? Quelles informations étaient disponibles à Washington sur ce que la Russie savait? Combien Washington lui-même savait-il sur l'état de l'otanisation? Et cela a-t-il été utilisé délibérément ou accidentellement? Ces détails comptent beaucoup, n'est-ce pas? Absolument. Mais vous savez, tant que nous n'avons pas beaucoup plus de documentation, nous sommes dans le domaine de la spéculation, n'est-ce pas? C'est inévitable. Le problème avec le domaine de la spéculation, c'est que vous avez raison sur certaines choses, mais vous vous trompez aussi sur d'autres, n'est-ce pas? J'ai certainement spéculé à tort de nombreuses fois au cours des 3 dernières années. Mais nous sommes condamnés à la spéculation, n'est-ce pas? Parce que sinon, nous ne pouvons même pas commencer à essayer de donner un sens aux choses. Vous savez,
l'une des choses que j'essaie de comprendre, si vous voulez être un politique, d'accord, oui, je suis historien, mais je suis aussi citoyen. Et dans le contexte de la discussion que nous avons, je suis un activiste politique, n'est-ce pas? Oui, vous pourriez être un activiste politique. C'est très orienté vers l'avenir. Il s'agit de spéculer sur l'avenir, sur ce qui pourrait se passer à l'avenir, ou les possibilités que vous pourriez créer dans le présent. Comment vous pouvez réellement créer l'avenir? Vous ne pouvez pas vous engager en politique sans vous engager dans la spéculation. Si vous ne voulez pas faire cela, alors ne vous impliquez pas en politique. Contentez-vous de l'histoire. C'est en fait la chose plus sûre à faire. S'en tenir à l'histoire est sûr. Et en fait, c'est ce que beaucoup de nos collègues ont fait. Et d'une certaine manière, je ne peux pas dire que je les blâme. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et aussi parce que, oui, un point très important, cela ne s'applique tout simplement pas à vous. Mais pour moi, personnellement, d'accord, je suis retraité du milieu universitaire. Je suis à la retraite. Donc j'ai beaucoup plus de liberté d'action dans cette situation que les personnes qui ont encore un emploi, une carrière. Je peux comprendre à quel point ils doivent se sentir très contraints quant à ce qu'ils peuvent faire. Donc, je suis très réticent à critiquer. Quoi qu'il en soit, j'admire énormément des personnes comme vous, Pascal, qui sont encore dans leur carrière et qui sont prêtes à s'exprimer sur cette question très difficile. Je suis protégé d'une manière différente en étant au Japon. Et le Japon est en fait très fort en matière de liberté académique. Ils ne sont pas passionnés par l'Ukraine, vous savez, dans le sens où les émotions ne sont pas à ébullition. Les discussions sont différentes, mais les émotions bouillonnent à un niveau beaucoup plus bas. Et cela offre beaucoup de possibilités. Et en Irlande, l'atmosphère russophobe n'est pas aussi intense que dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne. Je dois dire que je vis à la campagne, et quand je parle à mes voisins, ils ne savent pas qui je suis. Et quand le sujet est abordé, je ressens rarement une quelconque hostilité, simplement parce que j'ai une opinion particulière sur la Russie, Poutine et la guerre en Ukraine. Et c'est en fait intéressant par le fait de rencontrer quelqu'un qui continue à se rendre en Russie pendant la guerre, Mhamzwig tour de iet steng of Harris Gazane, ou tel di snapdemj. What I've seen when I've been in Russia on these various trips. Well, I'm glad. Curiosity is one of. Eh bien, je suis content. La curiosité est l'un des points d'espoir dans tout cela. Mais, vous savez, une chose que je veux vous demander, parce qu'une question qui me trottait dans la tête depuis longtemps, et puis quand la guerre a éclaté, les choses se sont presque effondrées pour moi. C'est pourquoi la neutralité pour l'Ukraine n'est jamais devenue la solution. Et aujourd'hui, je comprends que j'étais naïf, croyant que résoudre la question ukrainienne serait dans l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, je crois comprendre que faire la guerre et mener une guerre était très dans l'intérêt de certains groupes d'élite occidentale, surtout à Washington et à Bruxelles, cette faction néoconservatrice. Mais comment? J'ai toujours pensé que la neutralité était la solution évidente, la manière évidente de désamorcer tout cela. Et cela ne s'est pas produit. Et comment en faites-vous sens aujourd'hui? How do you make sense of it today? Well, I think it's what's going on in Ukraine. Eh bien, je pense que ce qui se passe en Ukraine, la situation interne en Ukraine, est en réalité plus important que la question de la neutralité par rapport aux acteurs externes. Parce que, vous savez, pour l'Ukraine, la neutralité était une question d'identité. L'Ukraine étant dans l'OTAN signifiait essentiellement que l'Ukraine restait détachée ou semi-détachée de l'Occident et attachée ou semi-attachée à la Russie. Et c'est pourquoi les accords de Minsk ont échoué, n'est-ce pas? Parce que les nationalistes ukrainiens pensaient que s'ils étaient mis en œuvre, cela empêcherait en fait l'intégration de l'Ukraine à l'Occident, militairement et politiquement. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est l'explication clé de pourquoi la neutralité, bien qu'elle soit la solution évidente, n'a pas eu lieu.
Le problème est qu'une bonne partie de la population ukrainienne ne voulait pas de la neutralité à cause de ce qu'elle signifiait en termes d'identité et d'avenir. Mais regardez, je pense en fait que je pense que la neutralité sera probablement, eh bien, oui. Qui sait? Peut-être que la guerre ne finira jamais. Peut-être que tout s'effondrera dans le chaos. Mais je pense que je suis enclin à dire que le résultat sera une sorte d'Ukraine neutre. Ce sera donc la solution, que les gens en Ukraine l'aiment ou non, ou que tout l'aime, ou que les gens dans d'autres pays de l'Ouest y soient hostiles ou non. Donc la neutralité ukrainienne ce sera finalement la solution. Donc la question est, comment cela va-t-il fonctionner? C'est ça le problème. Comment l'Ukraine va-t-elle être un État neutre? Et je pense que ce sera au cœur des négociations de paix. Si jamais nous arrivons à ce stade où il y a une véritable paix à atteindre, ce sera au cœur de cela en disant qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine d'être neutre dans toutes ses complexités. Les détails. Une autre chose qui me surprend en ce moment est la suivante. Vous savez, à présent, nous savons que la Russie, bien sûr, a conquis des parties du territoire ukrainien et elles sont sous contrôle militaire de la Russie. Il y a d'autres territoires que la Russie revendique qui ne sont pas encore directement sous son contrôle. Et puis il y a le reste de l'Ukraine. Le discours actuel est que les Ukrainiens disent toujours « Non, 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 nous allons récupérer tous les territoires, y compris la Crimée », ce qui semble à ce stade tout simplement insensé. D'un autre côté, il doit y avoir des calculs du côté russe sur la quantité de territoire à essayer de contrôler et de maintenir militairement. Et puis il y a cette question de ce qui reste de l'Ukraine. Et les gens parlent parfois d'une Ukraine résiduelle. Une Ukraine résiduelle qui ne peut pas vivre, c'est-à-dire qui ne peut pas survivre. Et je trouve cela étrange, parce que si vous regardez l'histoire du continent européen, nous avons souvent vu ce processus, où de grands États deviennent soudainement très petits et sont en fait des versions réduites d'eux-mêmes. Prenons l'Autriche, par exemple. L'Autriche, réduite aujourd'hui, mais cette Autriche est tout à fait vivable, et en réalité, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, a vécu heureuse et paisible pendant les 80 dernières années, n'est-ce pas? Ou 70 ans depuis le retrait des Soviétiques et des autres. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de gens croient qu'une Ukraine réduite ne peut pas survivre alors qu'elle le pourrait, probablement? Je veux dire, la Lituanie, l'Estonie, etc. sont petites et elles survivent. Je pense oui. Cela dépend de la situation interne en Ukraine. Je veux dire, la façon dont je le vois, c'est que ce qui doit se passer, si vous voulez avoir un règlement de paix stable, et je pense que c'est dans l'intérêt de la Russie ainsi que de l'Ukraine, c'est que vous devez avoir une Ukraine viable. Et je pense que cela signifie que l'Ukraine doit conserver la plupart du territoire qu'elle possède actuellement et qu'elle contrôle encore, y compris des endroits comme Odessa et Kharkov. Je pense qu'il y a des degrés de viabilité, mais si l'Ukraine doit être à l'avenir un État viable, survivable, significativement souverain et indépendant, c'est ce que ça signifie en termes territoriaux. D'accord. Donc l'autre aspect de la question concerne les ambitions territoriales ou les revendications territoriales de la Russie. La position actuelle, constitutionnellement, est qu'ils revendiquent que l'ensemble de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, ainsi que la Crimée, font partie de la Fédération de Russie. Donc c'est considéré comme un territoire russe. Actuellement, ils contrôlent 90 à 95% de Lugansk et ensuite 70% des trois autres provinces, Donetsk, Zaporizhia et Kherson.
Je vais spéculer ici, et cette spéculation pourrait s'avérer fausse. Ma spéculation est que l'objectif politique et militaire du côté russe, spécifiquement celui de Poutine, est de réellement compléter la conquête, l'occupation ou la libération, quel que soit le terme que vous préférez, de Donetsk, n'est-ce pas? Depends what word you want to use of Donetsk, yeah? And that will, to do that, will Pour ce faire, il faudra une action et des opérations militaires significatives. Cela prendra quelques mois et sera assez coûteux. Mais il me semble que c'est ce qu'ils vont faire. Mais une fois qu'ils auront fait cela, selon la situation, je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils soient prêts à renoncer à occuper le reste de Zaporizhia et de Kherson. Actuellement, ils contrôlent environ 70% de ces deux oblasts. Mais les 30% restants, ils pourraient être prêts à les abandonner dans le cadre de négociations de paix. Je ne veux pas dire renoncer à leurs revendications au sens formel, mais accepter de facto qu'il y aura des parties de Zaporizhia et de Kherson qui resteront en Ukraine. will remain in Ukrainian hands. So I think that, and I think once we get to the point where Je pense donc qu'une fois que nous arriverons au point où les Russes auront terminé leurs opérations à Donetsk, du côté russe, cela ouvrira la possibilité de négociations sérieuses menant à la paix, mais aussi du côté ukrainien. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on arrivera à ce point, ils seront confrontés à des pertes territoriales considérables s'ils continuent la guerre, non seulement perdre Zaporizhia et Kherson, le reste de cela, mais aussi Odessa, Kharkov et de vastes étendues du sud et de l'est de l'Ukraine qui ne sont pas actuellement sous contrôle russe. Eastern Ukraine, which are not currently under Russian control. So I think that's the point at which maybe. Donc je pense que c'est le point où peut-être, vous savez, ça pourrait être le point d'une véritable percée dans la diplomatie et les négociations menant à la paix. Mais comme je l'ai dit, c'est de la spéculation. Je suis enregistré. Nous verrons ce qui se passe. Mais aussi, bien sûr, je suppose, soyons un peu conscients de nous-mêmes ici. Je veux dire, je spécule sur ce résultat. Mais c'est aussi un résultat que je considérerais comme souhaitable, ou du moins plus souhaitable que toutes les autres possibilités. Donc je pense que cela va arriver. Je pense qu'il y a de bonnes chances que cela se produise. C'est ma lecture de la situation. Mais bien sûr, c'est aussi un scénario que j'accueillerais favorablement comme étant celui qui mettra fin à la guerre sans une situation catastrophique complète pour l'Ukraine, tout en donnant en même temps aux Russes ce qu'ils veulent en termes de leurs objectifs de sécurité et politique. Et le point est, je pense également, de souligner que la Russie a encore ce bourbier à résoudre, n'est-ce pas? C'est comment mettre fin à la guerre, car je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui a dit que la Russie voulait toute l'Ukraine. Je veux dire, aller jusqu'en Galicie et avaler le tout. Ce serait très, très dangereux pour la Russie, car cela inviterait beaucoup de guérillas et de terrorisme, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose que vous voulez également prévenir. Vous avez donc besoin d'une forme pour la réduire à un endroit qui a également un sens géographique, et vous savez, éthique, etc. Sinon, cela fait probablement partie de la négociation qui se déroule ou doit se dérouler. Il est dans l'intérêt de la Russie que l'Ukraine survive à cette guerre en tant qu'État viable, stable et indépendant. C'est ce à quoi ça se résume. Mais bien sûr, il est très, très difficile de voir comment cela va se produire. Et les Russes eux-mêmes, bien sûr, n'ont qu'un contrôle limité sur ce résultat. D'accord, ils peuvent contrôler jusqu'où ils avancent. Ils peuvent contrôler ce qu'ils font de leur côté, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'Ukraine et en termes de politique ukrainienne. Donc au final, je suis enclin à dire qu'en fin de compte, le sort de l'Ukraine sera déterminé de manière interne. Oui. Mais pas seulement en interne, bien sûr, car nous avons ces acteurs externes, ces acteurs étrangers qui sont également impliqués dans la situation. Et d'accord, nous sommes arrivés à la situation actuelle où les Américains sous Trump jouent un rôle constructif
en ce qui concerne l'avenir à long terme de l'Ukraine. D'accord, ils veulent en tirer profit. Vous savez, cet accord sur les minéraux? Oui, bien sûr. Mais ce sont les Européens, bien sûr. Les Européens sont en fait, quel est le mot, soutenant le régime de Zelensky et encourageant l'Ukraine à continuer de se battre aussi longtemps que possible. Et je pense que l'influence européenne est une influence complètement désastreuse. Et cela pourrait en fait conduire à l'autodestruction complète de l'Ukraine. Pensez-vous que les États-Unis, ayant maintenant une attitude que l'Europe n'a jamais entendue auparavant, avec des tarifs sur l'Europe et ainsi de suite, et en rendant absolument clair que les États-Unis ne se soucient pas du tout de ce qui arrive à l'Europe, vont peut-être changer l'approche, comme enfin la façon dont les Européens regardent tout ce qui se passe autour d'eux? Ou pensez-vous que cette russophobie l'emporte toujours sur tout dans leur approche? Il n'y a aucune preuve qu'à court terme, il y aura un quelconque changement pour le moment. Vous savez, ils continuent simplement. Je ne sais pas, je pense peut-être, oui, je pense. Eh bien, cela dépend de ce qui se passe sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Peut-être qu'à un certain moment, si les succès militaires de la Russie atteignent un point de basculement où l'ensemble de l'Ukraine pourrait s'effondrer face à sa défaite militaire aux mains de la Russie, peut-être que, à ce moment-là, les politiciens européens, ou du moins certains d'entre eux, retrouveront leurs esprits et commenceront à voir les choses différemment et à s'accorder davantage avec la perspective américaine sur la guerre, qui est que la guerre doit se terminer dès que possible. Il n'y a pas d'avenir à continuer de mener une guerre. En réalité, cela reste une guerre existentiellement dangereuse. Les Européens ne sont pas là. Ils sont encore sur l'ancienne longueur d'onde, aussi longtemps qu'il le faudra pour que les Ukrainiens continuent de se battre pour épuiser les Russes. Tout ce discours sur la menace russe, l'expansionnisme, et après l'Ukraine, ce sera les États baltes et la Pologne, toutes ces absurdités. Ils sont encore dans cet état d'esprit. Ils pourraient dire « Oh, nous voulons la paix, nous voulons un accord de paix ». Ils sont encore dans l'ancien type de mentalité. Mais peut-être que les événements militaires peuvent réellement précipiter un changement vers une nouvelle façon de penser en relation avec l'Ukraine. Non seulement en relation avec l'Ukraine, mais aussi en relation avec les relations de l'Europe avec la Russie de manière plus générale et la sécurité européenne de manière plus générale. C'est la seule chose. C'est le seul type de réalité que les États ne peuvent ignorer. La réalité militaire, en fait. C'est une réalisation très triste, n'est-ce pas? La réalité du champ de bataille, à la fin, s'imposera, n'est-ce pas? Même Hitler, à un moment donné, a dû comprendre que les bombes tombaient sur le bunker. Très bien. Dr. Geoff Roberts, merci beaucoup pour cette discussion et votre perspective sur les choses. Si les gens veulent lire plus de vos écrits, où les peuvent trouver? Eh bien, j'ai un site web. Oui, il suffit de chercher mon nom, Geoff Roberts, sur Google, et vous verrez geoffroberts.net, mon site web. Beaucoup de mes publications et écrits sont publiés sur le site. Tout ce que vous devez savoir sur moi est sur le site. Et puis, il y a ce truc appelé academia.edu. Vous savez, academia.edu, qui contient beaucoup d'autres choses que je publie également sur mes pages de ce site. Des articles plus longs, des choses comme ça. Donc, c'est une autre source de mon travail que tout le monde peut trouver. Et bien sûr, vous pouvez toujours acheter un exemplaire de mes livres. Vous savez. Et je le recommande. Tout le monde, allez trouver Geoff Roberts. Les livres de poche seront publiés en juin. Merci beaucoup, Geoff. Merci beaucoup.